Bonjour. Hello. Thanks everybody. Merci tout le monde d'être venu assister à la première séance de la conférence AFIS sous le thème de la finance commerciale. Je suis Nathalie Louat, je suis directrice du commerce international et de la chaîne d'approvisionnement à la SFI. C'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour discuter le sujet important concernant la finance commerciale. Et c'est un sujet crucial pour le développement de l'Afrique. C'est vital pour la croissance et le développement économique dans un marché émergent. Ça assure l'accès à des biens cruciaux et ça a permis aux entreprises de créer des emplois et améliorer les situations de vie. Le financement du commerce, le manque est arrivé à 2,5 trillions de dollars, qui a augmenté par 50% depuis 2020. Malheureusement, ces écarts sont plus visibles dans les pays à faible revenu, avec des systèmes financiers sous-développés et qui représentent des marchés risqués. Le financement du commerce est particulièrement important pour les PME. Plus de la moitié des PME en Afrique n'ont pas accès au financement du commerce. Et pour les entreprises dont la propriétaire est une femme, ce chiffre est de 70%. Récemment, la SFI et l'OMC ont publié un rapport sur l'écart du financement du commerce dans 4 pays de la CEDEAO, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Sénégal. Cette étude a montré que l'écart du financement au commerce ou le manque de financement du commerce est de 18 milliards pour ces économies combinées. C'est assez important. Il était estimé que le fait d'augmenter l'accès au financement du commerce peut booster les exports de 8% dans ces pays et cela représente à peu près 13 milliards de dollars américains de commerce annuel. Et donc la question que nous allons discuter aujourd'hui, c'est comment est-ce que nous pouvons réduire cet écart? Comment est-ce que nous pouvons nous assurer que plus de flux pourraient être financés pour l'Afrique? Et que faisons-nous déjà qui fonctionne déjà et qui pourrait être dupliqué? Pour répondre à ces questions, je vais être rejoint sur scène par 4 personnes distinguées. Je voudrais que l'on salue le président Barack Obama, le président de l'Afrixbank qui a été dans cette position depuis 2015. Président Obama, merci. Thank you. I will also. Monsieur Amasu Tadesse, qui est le président et directeur général de TDD Group. Monsieur Tadesse est à cette position depuis 2022. Prochain intervenant, Monsieur Mustafa Warji, qui est le PDG de Robank et qui a été à la tête de la banque depuis 2020. Enfin, et non des moindres, Monsieur Khaled El Amoudi, conseiller du président de BADEA, la Banque pour le développement de l'Afrique. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir discuter avec nous le financement du commerce en Afrique. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des initiatives pour soutenir le commerce et ce serait très important pour nous d'avoir votre point de vue de comment est-ce que AFIS peut faire plus pour soutenir le financement du commerce en Afrique. Qu'est-ce que vous faites déjà et qu'est-ce qu'on devrait faire davantage pour que ce soit une histoire de réussite à la lumière des accords de libre-échange africains? Je vais d'abord donner la parole au président Obama
et je vais lui demander de nous parler de ce sujet important. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais remercier Jeune Afrique de nous avoir invités à cette conférence qui devient de plus en plus une plateforme pour les banquiers et pour le système plus large, écosystème financier en Afrique, afin de partager des expériences. Notre business, c'est le financement du commerce. Et vous avez été correct lorsque vous avez parlé du grand manque qu'il y a en termes de financement de commerce sur le continent. À peu près 120 milliards de dollars sont estimés annuellement comme étant manquants. Nous avons fait de notre mieux afin d'essayer de combler cette lacune. Et nous faisons cela de manière collaborative, sachant qu'aucune institution seule peut résoudre le problème. Un problème de cette magnitude. Nous avons introduit il y a à peu près 5 ans un programme de facilitation du commerce africain. Notre objectif était de faire face aux problématiques spécifiques de chaque pays. Il y a certains pays dans le continent qui n'avaient même pas comment faire pour ouvrir des lignes de crédit, qui ne pouvaient pas faire de paiement. S'ils veulent faire des paiements, ils doivent passer par d'autres pays. C'était vraiment très difficile. Et on s'est dit qu'on devrait connecter 500 des 700 banques réglementées au niveau du continent. Lorsqu'on parle de connexion, d'ici à 2026, en fournissant des lettres de crédit combinées de 8 milliards de dollars afin d'émettre des crédits, etc. Et également, nous voulions nous assurer que chaque pays sur le continent serait en mesure de faire ses paiements avec les risques qu'il y a. Certains services ne sont pas accessibles sur le continent. Aujourd'hui, on peut dire que nous avons les connexions les plus importantes entre les banques sur le continent. Nous avons 628 banques connectées. Pendant les 3 dernières années, nous avons émis des lettres de crédit, à peu près 2250 lettres, qui ont permis de financer 12 milliards de dollars. Et donc, 9 milliards de dollars ont pu être investis. Nous avons aussi ajouté le code FP pour les paiements internationaux. Nous avons fait ça il y a 2 ans. AFPay. Avec 100 milliards de dollars de paiement. Paiement africain AFPay. Jusqu'à juin de cette année. Nous avons soutenu plus de 1000 entreprises à travers les banques qui se trouvent dans 45 pays africains et des Caraïbes. Et donc, nous avons pu faire cela et on peut dire aujourd'hui, même si vous êtes en Sierra Leone, en Gambie, si vous voulez faire des paiements, vous pouvez le faire. Et dans le contexte africain, nous avons lancé le système de paiement panafricain avec l'accord, avec le réseau africain d'accord de libre-échange pour nous assurer que les paiements se font dans les devises locales du continent. Ceci a continuellement doublé chaque mois depuis le début de cette année. Nous faisons cela bien sûr en partenariat avec beaucoup des banques ici présentes. Et ici, je voudrais faire appel à ceux qui n'ont pas encore rejoint le programme de facilitation du commerce, d'essayer de le faire. Nous sommes engagés à nous assurer qu'autant que possible, chaque personne puisse participer.
Et donc, c'est un programme d'à peu près 8 milliards de dollars. Et nous avons également introduit le marché de la dette en Afrique. Nous avons fait cela il y a à peu près 3 mois pour nous assurer que ce marché permette de financer la dette africaine avec des investisseurs, pas seulement des banques et des fonds d'investissement, pour voir quelles sont les possibilités de travailler de manière plus transparente, ce qui va dessiner les traits du commerce interafricain à l'avenir. Nous avons commercé à peu près 200 millions de dollars déjà en quelques mois. Et d'ici à la fin de l'année prochaine, nous aurons atteint plus de 2 milliards de dollars. Et encore une fois, nous ne pouvons pas réaliser ce que nous voulons réaliser si nous ne collaborons pas. Vous n'avez pas besoin de nous seulement. Nous avons besoin de différentes plateformes et de partenariats. C'est ainsi que nous pourrons améliorer le système bancaire sur le continent. Merci, merci beaucoup. Je voudrais passer la parole à M. Tadessé et lui demander quel est le rôle crucial que TBB joue dans ce marché. Merci beaucoup pour la question. Salutations à tous, je suis très heureux d'être parmi vous. Peut-être juste pour reprendre là où Bénédicte s'est arrêté, il a parlé de la grande lacune 150 milliards de dollars. Et lorsque vous voyez les bilans des banques qui sont autour de ce panel, nous avons au mieux le tiers de cette lacune. Donc beaucoup d'entre nous contribuent à cette inadéquation entre la demande et l'offre. Et il y a différentes manières à travers lesquelles nous intervenons tous. Je pense que le défi, c'est la mise à l'échelle. Nous avons essayé de nous mettre à l'échelle parce que les instruments que nous utilisons sont soit à émettre des lettres de crédit ou confirmer des lettres de crédit au nom d'un client. Ce sont les voies classiques que la plupart des banques commerciales qui font s'il y a une acceptation de l'autre côté. Et donc nous faisons cela depuis longtemps, mais de manière plus innovante, ce que nous avons essayé de faire, c'est d'aider à étendre les actifs, travailler avec les partenaires, les banques commerciales dans les pays qui sont plus proches du terrain, plus proches des marchés. Nous essayons de les aider à faire plus en prenant certains des risques à travers des garanties et en fournissant les installations liées. Nous sommes aussi intéressés à des interventions spéciales dans le sens de la gestion des actifs en créant un fonds, ce qui pourrait aider à avoir des participations financées qui seraient retirées du bilan pour pouvoir réemballer ces actifs et les revendre. Et donc nous avons un fonds pour le financement du commerce qui a été lancé en 2019. Il a à peu près 5 ans. On l'a fait avec Badia en tant que partenaire stratégique et toute l'idée, c'était qu'en tant qu'investisseur, on devrait s'y intéresser et sans prendre en considération les autres choses. Et donc on a pu faire le suivi des acteurs inhabituels qu'on a pu rassembler et beaucoup d'autres acteurs qui ont pu utiliser ce véhicule et qui achètent maintenant les actifs du financement du commerce et qui les retirent des bilans. Et de cette manière, vous leur permettez de faire plus. Bien sûr, nous utilisons notre compétence clé dans l'espace et aujourd'hui, nous avons 14 différents actionnaires dans ce fonds. On était seulement 2. Nous étions des majoritaires. Aujourd'hui, on n'a plus que 20 ou 30%. Et nous avons beaucoup d'autres acteurs qui font partie aujourd'hui de cette réussite.
On s'intéresse à avoir plus de partenaires vraiment pour augmenter l'importance de ce fonds. Nous voulons améliorer les crédits. Et donc, ceci, ça concerne aussi le bilan. Nous avons tous nos bilans, nous faisons ce que nous pouvons. Parfois, la meilleure des manières de se mettre à l'échelle, c'est de faire quelque chose d'un petit peu innovant, d'apprendre de l'industrie, de la gestion des actifs, créer des véhicules à objectifs spéciaux. Et donc, je pense que ceci a été en gros notre expérience, mais bien sûr, les PME sont un segment de l'industrie qui est particulièrement négligé. Même les grands fonds comme nous travaillons généralement avec une ou deux banques. Mais vous savez, lorsque vous descendez un petit peu dans la chaîne jusqu'à 3 à 4 banques, vous avez de grands problèmes d'accès. Nous savons aussi que le renforcement de capacité a un rôle à jouer et nous essayons d'organiser donc des événements spéciaux et des séminaires afin d'aider les banques à mieux comprendre le financement du commerce et la conformité, qui est une grande problématique aujourd'hui, afin de les aider à élever leurs standards pour être conformes à tout ce qui est réglementaire, ce qui est très sensible aujourd'hui. Et vous devez vous assurer que les personnes sont prêtes à ce qui est attendu d'eux. Parce que le monde est devenu tellement intolérant des erreurs. Une erreur peut être fatale avec des fonds très importants. Je me rappelle lorsque JP Morgan et moi avons eu une réunion à Washington, comme quoi il revenait en Afrique d'une manière significative. J'ai levé la main et j'ai dit, monsieur, qu'est-ce qui vous rend confiant de faire ce que d'autres banques internationales font? Parce que comme nous l'avons vu, il y a eu un retrait systémique des banques en Afrique. Pourquoi vous faites l'opposé? D'autres ont eu les reins solides et ont pu faire face à ce risque de commettre des erreurs. Nous avons vu ce qui s'est passé à ceux qui ont fait des erreurs. Et donc, il y a aussi besoin de plaidoyer autour de la réglementation parce que la nature des marchés émergents et des frontaliers, les choses ne sont pas toujours parfaites. Et si vous créez un environnement où il y a des mesures incitatives, il y aura très peu de tolérance au risque dans cet espace géographique. Et je pense que c'est là où nous avons besoin des banques mondiales de ce monde et d'autres acteurs majeurs de créer un environnement moins onéreux pour que les banques mondiales puissent revenir. L'Afrique est en train de croître très rapidement, même au niveau démographique, et dans 20 ans, ce sera une grosse perte si ces banques internationales découvrent qu'elles ont quitté un marché extrêmement intéressant, et dans 10 ou 20 ans, ce sera clairement très intéressant. Donc il y a cet aspect de l'engagement qu'on doit prendre en considération. Je l'ai déjà aussi fait en marge des grandes réunions internationales, mais nous avons besoin de faire entendre notre voix davantage. Et donc, merci beaucoup d'avoir parlé de ces sujets, y compris le renforcement de capacité, la conformité, ainsi que d'autres initiatives que vous avez mentionnées. Je vais passer la parole à M. El Abadi et je lui demande son point de vue par rapport à l'initiative conjointe TDB Badia ainsi que les autres initiatives que vous avez développées au niveau de Badia pour le commerce. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais donner un petit aperçu de Badia pour que ceux qui ne connaissent pas Badia. Badia est une institution financière qui a été lancée par les pays arabes dans les années 70 pour soutenir le développement économique en Afrique. C'est une proposition unique parce que Badia ne peut pas financer les business et les entreprises dans les pays arabes, mais seulement en Afrique. Et depuis quelques années, nous avons soutenu le développement économique en Afrique dans différents secteurs. Et nous sommes basés au Soudan, nous avons augmenté le capital là plusieurs fois. Nous sommes arrivés à 20 milliards de dollars et nous mobilisons plus de ressources. On a reçu une notation et en émettant les premières obligations cette année. Et donc Badia est en train de se mettre en marche pour faire davantage pour son mandat en Afrique.
les secteurs. Et étant donné la taille, Badia ne peut pas être tôt pour tout le monde. La direction stratégique de Badia est très précise et le commerce et le financement du commerce en est une. Actif dans le financement du commerce, le soutien des systèmes bancaires, nous participons à différents syndicats pour les banques à travers le financement participatif et nous fournissons des produits de finance aux banques. Et bien sûr, le fonds privé mis en place par TDB est en fait un très bon exemple de collaboration, ce qui a mené à plus de ressources, mais aussi au niveau du marché privé. Je pense que c'était une grande réussite et nous espérons que maintenant Badia est en train d'avoir un nouveau siège en Arabie Saoudite et ce fonds deviendra encore plus grand. On s'attend à un fonds de plusieurs milliards de dollars qui vont engager les institutions financières de la région du Golfe. C'est faisable. En particulier, si vous liez cela à d'autres programmes, tels que les programmes de sécurité alimentaire sur lesquels se focalise Badia. Comme vous le savez, dans la région du Golfe, il y a une grande production lorsqu'il s'agit de produits chimiques, de fertilisants et de pesticides. Et c'est ce dont nous avons besoin en Afrique. Badia et les partenaires s'engagent davantage pour financer les intrants pour les pays africains. Et en même temps, nous faisons en sorte qu'une partie de la production soit réexpédiée au Golfe. Et donc, c'est une proposition unique à laquelle s'intéresse Badia. Et comme je l'ai dit, si on est basé en Arabie Saoudite, cela va nous ouvrir beaucoup plus de voies pour avoir plus de ressources et aussi des projets en particulier du secteur privé. Merci beaucoup. Et je passe maintenant la parole en dernier à Mustapha parce que je voudrais entendre de lui la perspective des banques commerciales en Afrique. Est-ce que certaines banques commerciales qui quittent le continent mettent votre business en risque? Je voudrais vous remercier d'être dans ce panel parce que j'ai tous mes partenaires, donc TDB, Afrix et Badia. Et donc je sens que je suis entouré par la crème de la crème. C'est ce qu'on voulait que vous nous disiez. Et c'est gratuit en fait, il n'y a pas de paiement pour cela. Petite introduction. La République démocratique du Congo est en Afrique australe avec un PIB de 8%. Notre banque a connu une augmentation de 30% pendant la dernière décennie. Et même si nous sommes dans les nouvelles pour les mauvaises raisons, dans la partie où je suis en Afrique, les médias ne parlent pas de ce qui se passe bien. La croissance de l'économie et du secteur informel a été énorme en RDC. Deuxième plus grand exportateur de cuivre. Et il y a aussi, en plus des projets miniers, beaucoup de PME qui ont été développés, ce qui fait avancer l'économie et le reste. Et donc, c'est une croissance fantastique. Nous avons beaucoup de choses très positives qui se passeront à l'avenir. Bien sûr, nous travaillons avec des lettres de crédit dans leur sens traditionnel. En 2024, j'ai commencé ma carrière et si vous voyez des gens qui ont souffert des lettres de crédit, qui ont compris les conditions de cela, c'est que on a vraiment besoin d'être très précis pour que ça puisse se faire. Et le commerce international devient de plus en plus informel et plus de PME, micro et PME sont en mesure de se mettre au niveau, de prendre le train et de suivre le rythme. Kinshasa. J'ai essayé avec mes collègues de me balader à Kinshasa et essayer de lui expliquer le processus. Rapidement, il va répondre que c'est très très difficile. Donc,
L'échange commercial international devient de plus en plus difficile, de plus en plus complexe. Mais lorsque vous voyez par exemple les biens de consommation, à large consommation, à masse consommation, les produits sont de plus en plus difficiles à vendre. Et donc, une des raisons pour lesquelles les formes plus traditionnelles sont en train de baisser internationalement, c'est une tendance que nous sommes en train d'observer et nous essayons de combler, on va dire, cette baisse par des techniques, des façons de faire beaucoup moins conventionnelles, beaucoup moins traditionnelles au sein du pays. Ensuite, ce qui, si vous voulez, ralentit la croissance de cette trade finance ou de cet échange financier, c'est que on est en train de passer plutôt vers les sociétés, les entreprises beaucoup plus grandes. Et il faut aujourd'hui prendre en considération les PME et leur trouver un cadre spécifique pour eux. On a aussi parlé pour les prérequis des banques, les exigences, l'environnement réglementaire qui est de plus en plus strict. Et donc la possibilité de financer les PME devient de plus en plus difficile. Lorsque vous voyez les banques centrales africaines et comparées aux réglementations européennes et quand on veut les appliquer dans notre contexte qui est totalement différent de la réalité d'une PME française ou allemande, ou à Kinshasa ou au Lagos, par exemple, ce sont là deux réalités différentes. Tous ces facteurs créent une opposition, une défense pour le secteur des PME. Et c'est là où on doit atténuer le risque. Je pense que nous avons beaucoup de support, beaucoup de soutien des défis ou des financements étrangers directs et adapter leur modèle. Nous avons le programme PME 2030, et ça sera à travers les différents pays, la partie ouest, la partie est, et c'est un programme assez agressif. Nous sommes très engagés par rapport à celui-ci. J'espère que les PME vont représenter au moins 30 à 40% de notre portefeuille crédit durant les prochaines 3 années. Les banques africaines nous soutiennent. Ils nous ont donné une ligne de crédit de centaines de millions. On a aussi un financement de la BADEA. Donc, nous ne voyons pas vraiment d'écart. Nous, en tant que banque, il va falloir que nous soyons un peu plus agressifs quant à notre gestion de ce marché des PME. Merci infiniment. Alors, un des sujets qui est une priorité, c'est le sujet de l'échange financier intra-africain, en interne, parce que nous ne finançons pas le côté extérieur. Nous voyons comment est-ce que l'échange africain peut être financé plus facilement. Président O'Raha, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui peut être mieux fait? Merci infiniment. C'est notre stratégie la plus prioritaire. Nous avons 4 piliers, mais tous ces piliers font de la promotion d'échanges intra-africains la priorité. Et le soutien que nous offrons est compréhensif et global, complet, parce qu'il ne faut pas juste faire face à une seule problématique. Il y a le paiement, il y a le financement, il y a les standards, les normes, le transit et les informations d'échange. Si vous ne gérez pas tous ces problèmes à la fois, vous n'allez pas être capable de faire quoi que ce soit. Il y a aussi l'aspect, comme je l'ai mentionné, information. Les gens disent que les infrastructures ou l'infrastructure est pour la première préoccupation. Nous pensons que l'infrastructure est une contrainte pour tout l'échange africain. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que l'infrastructure disponible peut aujourd'hui gérer plus de 1 trillion de dollars d'échanges. Pourquoi est-ce que ce 1 trillion...
Par exemple, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas ce qui se passe. Si je suis de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas ce qui se passe au Ghana. Et donc là, l'échange d'informations est crucial et c'est une des impératifs de cette unité africaine. Depuis 1963, nous avons deux approches clés. Nous organisons les expositions d'échange africains en collaborant avec beaucoup de personnes qui sont présentes ici, avec l'Union africaine. Nous le faisons chaque 2 ans. La 4e se fera en septembre et vous êtes tous invités d'ailleurs. Et ça, c'est l'exhibition la plus large, le salon le plus large du continent. Plus de 30 000 visiteurs, 2 000 exhibiteurs, exposants et qui dépasse 40 milliards de dollars. Ça, c'est un aspect parmi d'autres de ce que nous faisons pour nous assurer que tout se passe bien, au mieux, au continent. Nous avons aussi ce qu'on appelle le portail d'échange africain. Nous croyons foncièrement que c'est la façon de faire pour baisser, pour faire en sorte de faire face à ce qui divise le continent, pour avoir cette plateforme, ce portail unique, d'avoir un système de paiement africain dont l'objectif est d'intégrer les 42 systèmes que nous avons dans le continent. Donc les paiements seront plus faciles et nous aurons économisé des milliards de dollars en ayant, plutôt que de passer à une devise et encore revenir à une autre, avec des frais évidemment. Et 5 milliards aujourd'hui de ce trafic, de cet échange coûte à l'Afrique. On peut aujourd'hui économiser ce montant-là grâce à un système de paiement unifié, une infrastructure qui intègre cela. Nous l'avons lancé et actuellement, elle est en train de s'étendre. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 16 pays, 15 banques centrales qui participent à 140 bases qui participent à cette plateforme. Et le système de paiement a été adopté par la communauté des Caraïbes pour que ça devienne leur système de paiement. Et que les paiements se fassent dans la devise locale. Et aujourd'hui, nous sommes capables de fournir carrément des crédits à travers ce portail. Et de permettre un export, un import entre, par exemple, l'Égypte et le Nigeria. Et nous espérons que ce modèle-là sera dupliqué dans le futur. Parce que ça va même réduire la dette souveraine. Si un contractant africain, par exemple, va à la Côte d'Ivoire pour construire des routes, des ports, et paie en CFA, en francs CFA, et ensuite, le contractant, par exemple, lui paie en livres sterling. Ça va réduire drastiquement la dette souveraine de nos pays, qui est aujourd'hui très importante. Pourquoi? Parce que nous voulons financer les infrastructures. Et cette Africa Gateway, ou ce portail africain, on a avec une autre plateforme qui gère tout ce qui est conformité et alignement, qui est un système numérisé, écosystème numérisé, qui permet le client dans tout ce qui est due diligence. Et aujourd'hui, on a plus de 20 000 banques, entreprises qui participent à cette plateforme. Ensuite, on a une autre plateforme qui fournit des réglementations, d'échanges et des informations en utilisant l'intelligence artificielle pour gérer les chaînes d'approvisionnement
et fournir tous les aspects nécessaires à l'échange d'informations. On a du B2B et B2G ou B2 gouvernement et des plateformes de services basées sur les lois d'origine ou les règles d'origine. On a donné l'opportunité aux personnes participantes d'adapter leur participation. Donc, on a aujourd'hui des milliers de compagnies qui sont présentes dans la compagnie et ça ne cesse d'augmenter. Et c'est comme ça que nous allons offrir d'autres services dans le futur. Donc, pour conclure, nous sommes également en train de financer et d'aider à harmoniser la tendance dans le continent ou sur le continent. Et les Africa Trade Bridges, qui est un partenaire de la BADEA et de la ZLECAf, qui aide aujourd'hui à harmoniser 500 normes en priorisant le Conseil des ministres d'échange africain. Nous gérons plusieurs domaines, que ce soit le pharmaceutique ou autre. Et aussi le problème du transit. Aujourd'hui, nous avons plusieurs pays, plusieurs frontières. Les biens qui circulent d'un pays à un autre doivent s'arrêter à chaque frontière. Par exemple, parce qu'il y a des tarifs de transit, parce qu'il y a les douanes. Avec la Comesa, nous avons lancé les garanties de coopération frontalière et nous sommes en train de l'implémenter en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, de façon à ce qu'on puisse avoir une situation où toutes ces obligations de transit, en collaborant avec tous les pays participants, que ce soit du Cap Vert au Caire, qu'on ait plus de retard, plus de frais et qu'il y ait beaucoup plus de fluidité d'une frontière à une autre. Et nous avons aussi, durant les 5 dernières années, investi des millions de dollars dans la facilitation et la flexibilité de l'échange africain et avec nos partenaires. Comme je l'ai dit, on ne peut pas faire cela uniquement. Ça sera toujours en collaborant avec nos partenaires, en faisant des investissements et inviter toutes les parties prenantes de faire pareil. Merci. C'était intéressant d'entendre toutes ces initiatives. Pouvez-vous, s'il vous plaît, commenter comment est-ce que vous gérez l'échange africain dans un cadre complexe et d'une infrastructure physique qui est assez difficile? Comment est-ce que STDB gère cela? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites concernant l'avancement de ce domaine, parce que ce n'est pas juste une question d'instruments financiers. Il y a beaucoup de problèmes structurels, la diversification économique, le mouvement, la circulation efficiente des biens, le transport, beaucoup d'acteurs qui contribuent différemment. Nous le savons, l'infrastructure est une grosse partie du défi, mais également l'industrialisation, l'agro-industrie ou l'agro-secteur est aussi un domaine que nous regardons de près, beaucoup de projets qui sont bancables et nous avons aussi de nouvelles installations, de nouvelles préparations d'installations, des projets qui vont être développés et qui puissent être réalisés et avoir un cofinancement. Donc il y a un problème en amont concernant non seulement la partie finance ou la partie trade finance, échange, mais aussi structurel, un problème structurel. Et les écarts sont très importants. On parle d'écarts dans l'échange financier, mais il y a dans l'agriculture, dans l'industrie, et avec des chiffres beaucoup plus importants. Donc, il y a beaucoup à faire. Il va falloir que nous contribuions dans différents segments des problèmes. Et je pense qu'à chaque fois qu'il y a une opportunité pour
s'il y a une façon faisable de faire les choses, nous la priorisons. Parce qu'il faut être honnête également et se dire que l'Afrique n'est pas encore prête pour complètement échanger entre elles. Ça va prendre du temps. Il va falloir que d'autres initiatives soient mises en œuvre. Et en attendant, il faut être ouvert pour les affaires et essayer d'améliorer l'échange financier africain avec le reste du monde. Parce qu'il faut s'assurer également que les clients peuvent travailler avec les banques et que nous, en tant que financement étranger direct, on va juste être là en soutien. Le problème, c'est les notations, le problème, c'est les liquidités en dollars, avoir la bonne connexion avec les banques et d'autres parties du monde, et c'est là où nous intervenons. Mais pour être tout à fait honnête, voici la réalité, l'analyse finale. Et il faut qu'on atteigne un certain niveau de maturité, comme le Maroc, par exemple. Il a ce niveau de maturité. Ils ont des banques et peut-être qu'il aura besoin d'autres côtés plutôt que de celui-ci. Donc, il y a beaucoup de sociétés marocaines qu'on a aidées pour exporter en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. Et ils le savent, ils savent comment faire. Et on simplifie les choses. On est derrière les banques et leur donnant ce qu'il faut, ce dont ils ont besoin dans une partie X ou Y de l'Afrique. Donc voici comment nous faisons les choses. Des fois, on a une valeur ajoutée tout en étant intermédiaire. Nous mettons en place notre espace de gestion d'actifs pour une mise à échelle. Monsieur Al-Aboudi, vous avez parlé des banques internationales qui se retirent de l'Afrique, mais également de l'intérêt et son impact sur l'échange. Qu'est-ce que fait la BADEA plus spécifiquement pour faciliter l'échange africain? Nous sommes en train de faire beaucoup de choses en termes de financement, en incluant les banques régionales. Et je pense qu'un domaine de focus aujourd'hui pour les groupes de financement panafricains qui existent dans différents pays, nous les aidons dans différents pays à soutenir cet intra-échange, cet échange en interne. Ce n'est pas uniquement un financement des matières premières, c'est une question aussi de traitement, de processing. Et avoir une valeur ajoutée à la production, spécifiquement le secteur agroalimentaire. À travers le secteur privé, la BADEA, depuis quelques années, nous voulons faire plus, mais depuis quelques années, nous sommes en train de soutenir certaines initiatives. GPS du Brésil va investir, par exemple, au Nigeria, 2,5 milliards de dollars d'investissement au Nigeria pour le secteur des viandes rouges. Et je pense que c'est une grande contribution. Et je pense que la BADEA devrait se concentrer sur le soutien de ces initiatives, spécialement lorsqu'on a cette collaboration sud-sud. Donc, oui, nous sommes en train de faire pas mal de choses, mais probablement que nous devrions faire plus à travers nos nouvelles, où nous sommes situés nouvellement. Nous espérons avoir de nouveaux partenariats pour être capables de faire plus. Merci. Vous avez mentionné que vous voyez plus de lettres de crédit et moins d'échanges traditionnels. Pouvez-vous nous en dire plus? Est-ce que vous voyez plus de financement de chaînes d'approvisionnement? Qu'en est-il de la numérisation, par exemple? Généralement, le financement des chaînes d'approvisionnement, il y a une circulation des produits très rapide. Disons, par exemple, le DRC, nous pouvons aujourd'hui échanger, faire exporter, importer de Dubaï. Soit, par exemple, ils
contactent les banques pour avoir une avance sur les commandes. On peut soit les financements directement pour qu'ils paient les fournisseurs. Il y a plusieurs incitations. Il y a les programmes aussi africains avec les devises locales. Donc, du côté échange, il y a plusieurs possibilités et l'ouverture des comptes également. Comme vous l'avez dit, il y a eu de bons développements pour les marchés émergents. Et si vous voyez en général l'échange, on a des relations qui existent depuis des décennies. Et généralement, nous avons cet effet de village mondial, international. Tout le monde se connaît, on connaît les clients connaissent les fournisseurs et vice-versa. Donc, lorsque vous avez cette relation, vous allez voir que cette relation d'échange peut continuer des années. Donc, DRC, comme économie se basant sur le dollar et non pas la devise locale, il y a moins d'incitation pour passer de ces produits LC dans d'autres marchés africains où c'est beaucoup plus compliqué. Vous allez voir que les DLC auront beaucoup plus de place dans le marché. En termes de numérisation, je pense qu'à ce stade-là, nous, en tant que banque, nous avons des plateformes qui permettent aux PME de faire entendre leur voix, si je puis dire. Parce qu'initialement, vous aviez par exemple une société avec les clients qui se rencontraient dans un déjeuner. Ça pouvait prendre 3 à 5 jours. Maintenant, avec la numérisation, nous avons des plateformes où les fournisseurs peuvent scanner leurs documents et ça peut se passer durant 1 heure, 2 heures. Donc, nous utilisons ces outils pour fournir une meilleure gestion du temps et les utilisons aussi pour faciliter l'échange intra-africain ou interne. La grande question, c'est la numérisation des contrats, la numérisation des contrats intelligents. Dans cette partie du monde, nous ne voyons pas encore cette technique. Peut-être que ça viendra dans le futur, mais parce que on a besoin d'une simplification de cet échange. On aura besoin probablement de faire cela. Probablement que dans d'autres parties du monde, on a fait cela depuis des centaines d'années où on, par exemple, note ce qui est transporté, ce qui ne l'est devrait pas. Mais en fait, jusqu'à aujourd'hui, les choses que nous faisons, les méthodes que nous les utilisons depuis des centaines d'années. Donc, nous attendons ce que vont apporter les smart contracts ou les contrats intelligents. Peut-être qu'ils vont perturber cette relation client-fournisseur traditionnelle. Merci. Donc, maintenant, est-ce que je peux demander aux panélistes de leur vision. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou est-ce que vous êtes un petit peu plus pessimiste ou prenez plus de précautions? En une seule phrase, s'il vous plaît, allez-y. Très optimiste, en partie parce que le monde est en train de changer et qu'il y a aujourd'hui plus de priorités pour qu'on puisse avoir la possibilité d'être résilient et ne pas dépendre sur ces chaînes d'approvisionnement très longues. Je pense que c'est la tendance internationale. L'Afrique va bénéficier de cela. On pousse pour une diversification, une modernisation en incluant les technologies, la blockchain par exemple, pour simplifier et accélérer les processus et pour dépasser cette façon traditionnelle de faire les affaires. La technologie est passionnante et d'autres initiatives. Présidente Omara, merci infiniment. Très optimiste. Dans un monde où la chaîne d'approvisionnement va mener l'Afrique vers un meilleur futur et parce que nous allons commencer à passer d'une dépendance à une valeur ajoutée. On va se retrouver dans une situation où nous serons capables d'avoir des chaînes d'approvisionnement qui sont beaucoup plus efficientes, utilisées, exploitées de façon beaucoup plus efficiente avec toutes les ressources que nous avons dans notre continent. Nous allons exploiter cette abondance, les gens aussi, le capital humain, très jeune, le marché du futur. Donc, l'échange va conduire ce développement. Donc, je suis très optimiste et merci. Mustapha?
Comme présidente Orama, je suis très optimiste. Je pense que la question en Afrique pour élever les revenus et le développement de la classe moyenne, c'est déjà en train d'arriver. Et dans les décennies à venir, ça va continuer. Dès qu'il y a une demande de bons services, on aura un effet positif sur l'échange. En même temps, ce qui est inévitable, c'est qu'en Afrique, on continue à s'accroître et à produire nos biens et avoir notre propre chaîne d'approvisionnement. À ce moment-là, on va avoir plus de projets comme ceux au Nigeria pour l'agriculture, pour les biens agricoles. Donc la question d'une amélioration des revenus en Afrique est pour moi inévitable. Je pense que ça va continuer, ça a déjà commencé, ça va continuer dans les décennies à venir. Il faut aujourd'hui qu'on change de langage lorsque nous parlons d'Afrique, parce qu'à chaque fois nous parlons d'écart. Et les écarts, oui, c'est bon, on peut parler d'écart ou on peut utiliser le terme opportunité parce que ce que nous utilisons, l'opportunité, ça crée un état d'esprit positif, un momentum positif. Les écarts, c'est vraiment un domaine que personne ne veut gérer, ne veut voir. Lorsque nous parlons d'opportunité, on parle de profit, de rentabilité. Et en tant que banque de la DRC, nous sommes en train de parler d'opportunité et non pas d'écart. Et nous allons continuer à s'accroître durant les prochaines années. Je partage la même vision optimiste du futur de l'Afrique, simplement grâce à l'infrastructure et au changement que connaît cette infrastructure. Et aussi, comment simplifier les affaires. C'est une question très importante, spécialement que nous parlons tous de réglementation et que c'est un obstacle. Il est important de voir comment est-ce qu'on pourrait adapter ces réglementations, spécialement dans le secteur des PME en Afrique. Oui, optimiste, mais il va falloir qu'on fasse plus pour régler ce problème et l'environnement des affaires. Merci à nos chers panélistes. Maintenant, je vais poser des questions, ou demander plutôt à l'audience de poser des questions si elle en a. Maybe time for lunch. But... Peut-être qu'il est déjà le temps de prendre la pause déjeuner. Alors, laissez-moi juste remercier Jeune Afrique pour avoir mis l'échange financier dans l'agenda. Merci à nos panélistes d'avoir identifié que nous ne sommes pas en train de parler uniquement d'écart, mais également d'opportunités. Nous sommes tous nous supportons le développement de l'échange financier en Afrique. Et je voudrais remercier nos panélistes d'avoir partagé généreusement leurs avis, leur vision sur le marché. Et je voudrais remercier l'audience pour leur présence et pour leur écoute. Merci infiniment. Merci à tout le monde.